Bonjour tout le monde! Avez-vous déjà entendu parler s'il existait des races de chiens qui sont toujours agressives ou même qu'il y en a qui sont toujours gentilles, ou encore que vous devriez être à tout prix le maître de votre chien? Probablement que oui, peut-être que non, ou peut-être que vous avez juste des opinions différentes face à ces sujets-là. Un peu comme avec tous les sujets controversés où est-ce que la ligne entre ce qui est bien et ce qui l'est un peu moins est assez floue, le comportement animal contient lui aussi plusieurs mythes qui valent la peine d'être démystifiés. Je m'appelle Justine Véraud, je suis étudiante en santé animale en deuxième année au Cégep de la Pocatière et aujourd'hui je vais vous parler des 3 mythes les plus communs qui concernent le comportement animal. Donc premièrement, je vais démystifier s'il existe vraiment des races de chiens qui sont agressives de nature. Ensuite, je vais expliquer si l'utilisation de la punition positive est plus efficace que le renforcement positif quand on entraîne notre animal. Et finalement, je vais essayer de découvrir s'il existe vraiment une relation de dominance et de soumission envers un maître et son chien. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur les animaux, vos copains à 4 pattes, restez à l'écoute. Donc, premièrement, est-ce qu'il existe vraiment des races de chiens qui sont agressives de nature? Si je vous dis, imaginez-vous un chien agressif, probablement que la première image qui vous viendra en tête, ce serait soit celle-là ou encore celle-là. Évidemment, la première image qui ne vous viendrait pas en tête, ce serait probablement pas un petit chien comme ce petit chihuahua-là qui a l'air d'être très, très en colère, mais pourtant, le scénario des petits chiens qui mordent arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Puis c'est pour ça que c'est important de rester alerte, puis que c'est pas juste les gros chiens qui mordent. Mais pourquoi on entend seulement parler des gros chiens dans les médias, mettons, ou dans les nouvelles? C'est surtout parce que les gros chiens ont le potentiel de faire plus de dommages, mettons, sur les mains ou sur le corps, que les petits chiens. Mais par exemple, si vous vous faites mordre, c'est important d'aller se faire traiter immédiatement, puis pas juste de dire « Ah, c'était un petit chien, ça va passer tout seul, je vais être correct ». C'est important qu'il soit traité et soigné sur le champ. Donc, si on regarde des statistiques de l'AMVQ, soit l'Ordre de l'Association des médecins vétérinaires du Québec dans la pratique de petits animaux, qui ont publié la liste en 2015 des races de chiens qui auraient été responsables des morsures lors de leur visite chez le vétérinaire, l'animal en tête de liste était le chihuahua, étonnamment, avec 19,2% des cas de morsure. Sinon, si on regarde au niveau des plus gros chiens, comme les pitbulls ou les labradors, on avait le labrador qui se retrouvait au 14e rang avec, sur 25 avec 2,3% des morsures. Puis sinon, les gros méchants pitbulls qui ont la mauvaise réputation ces temps-ci dans les médias se retrouvent au 18e rang après le labrador avec 1,1% des morsures. Par contre, il ne faut pas se mettre à penser que les races qui se trouvent en tête de liste, c'est des chiens agressifs et qu'on ne devrait pas en avoir ou qu'on ne devrait pas leur faire confiance avec des enfants. C'est surtout une question de proportion. Par exemple, si je dis que sur 100 chiens au total, on en a 60 parmi ceux-là que c'est des labradors, puis qu'on pige 10 chiens en ligne pour aller se faire flatter, c'est sûr qu'il y aura probablement plus de labradors à la fin du compte qui va s'être fait flatter que d'autres races de chiens, parce que c'est eux autres qui sont le plus présents dans la population. Donc c'est le même cas pour les chihuahuas, il ne faut pas leur faire une mauvaise réputation pour rien. C'est probablement juste parce qu'il y en a plus ou qu'il y en a plus souvent qui viennent à la clinique vétérinaire. Donc pourquoi on a plus tendance à penser qu'il y a des races plus agressives que d'autres, si en réalité c'est pas nécessairement vrai? Ben, c'est probablement à cause de leur mauvaise réputation, soit exposée par les médias ou par les gens qui ont eu des expériences. Si on pense par exemple au Doberman ou au Rottweiler ou encore au Pitbull en ce moment, les préjugés souvent sont ancrés parce que, avec ce qu'on entend puis ce qu'on voit, puis on n'essaye pas d'avoir un aspect plus critique ou de vérifier les sources en fait. C'est sûr que les batailles de chiens étaient très populaires auparavant, puis que maintenant, malgré que ça se fait beaucoup moins, on reste quand même avec la pensée que les chiens massifs, très musclés, c'est des chiens qui sont obligatoirement agressifs. Mais par exemple, dans la majorité des cas, l'agressivité est surtout liée à la mauvaise éducation du chien, parce que un peu comme quelqu'un à l'école qui se fait enseigner par un enseignant ces notions, un chien, ça apprend les comportements que ça veut, dans le fond. Ça n'aura pas tendance à être agressif sans aucune raison, sauf si on lui apprend à faire autrement. Donc c'est pour ça qu'il est très important dans la vie de bien éduquer son chien, à lui apprendre les bons comportements de la bonne manière à partir d'un très jeune âge, où est-ce qu'ils sont les plus réceptifs, puis de les apprendre à socialiser avec d'autres chiens pour que justement, lorsqu'ils arrivent en rencontre avec d'autres chiens ou même des enfants, qu'ils ne soient pas déstabilisés et qu'ils n'aient pas tendance à avoir des réactions agressives. Donc, il peut être mélangeant des fois de savoir quelle est la meilleure méthode pour éduquer son animal, parce qu'évidemment, on entend plusieurs écoles de pensée face à ça. Donc, le deuxième mythe que je vais vous parler, c'est si c'est plus efficace d'utiliser le renforcement positif ou la punition positive pour entraîner son animal.
Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est? La punition positive, c'est utiliser un stimulus aversif suite au comportement indésirable de l'animal dans le but de le décourager et de diminuer les fréquences d'apparition du comportement non voulu, comme par exemple dire un gros non ferme pendant que votre chien est en train, exemple, de gruger votre chaussure. Sinon, le renforcement positif, c'est ajouter un stimulus agréable suite à une action qu'on veut que l'animal répète pour augmenter les chances que l'animal répète l'action qu'on veut. Donc, par exemple, si on disait « bon chien » ou si on caressait l'animal ou qu'on donnait une gâterie à manger, mettons, quand on essaye de l'apprendre à s'asseoir. Donc, dans le fond, en d'autres termes, le renforcement positif, ça sert à encourager l'animal à répéter les comportements qu'on souhaite, puis la punition positive sert à décourager l'animal à ne pas répéter les comportements qu'on ne veut pas qu'il répète. Donc, c'est important de savoir dans ce cas-là que punition positive ne veut pas dire quelque chose de bien nécessairement. Positif ici, c'est plus dans le cas de on ajoute un stimulus au lieu d'enlever quelque chose, puis dans ce cas-là, ce serait une punition négative. Donc, théoriquement, la punition positive peut sembler comme une bonne alternative pour entraîner son animal, ce qui est le cas, sauf que par exemple, il faut qu'elle soit utilisée de manière très rigoureuse, de manière à ce que les résultats soient satisfaisants, parce que ça peut rapidement devenir décevant. Donc, les 3 critères à respecter lors de l'utilisation de la punition positive, c'est qu'elle doit être faite immédiatement après que l'animal ait réalisé le comportement désagréable. Ça doit suivre l'action qui a été faite et non pas être faite en même temps. Puis par la suite, c'est important d'ignorer l'animal. Parce que si on le réprimande, puis que quelques secondes après, on va le voir pour le réconforter ou quelque chose, l'ajout du stimulus positif pourrait confondre l'animal dans son apprentissage, puis ça annulerait quand même l'effet de la punition. Donc, le renforcement positif, selon moi, c'est une méthode plus facile à utiliser pour monsieur, madame, tout le monde, puisqu'il peut être effectué n'importe quand. Dans le fond, à chaque fois que l'animal fait un comportement bien, on va prendre le classique, par exemple, de la propreté à un chiot. On sait que ça peut être parfois problématique d'apprendre un chien à aller faire ses besoins dehors. Donc, par exemple, si on prenait la punition négative, il faudrait toujours être là lorsque l'animal est en train de faire ses besoins à l'intérieur. Il faudrait le corriger immédiatement, mais malheureusement, on n'est pas toujours là 24 heures sur 24 pour surveiller notre animal. Tandis que si on utilise le renforcement positif, on peut récompenser l'animal à chaque fois qu'il va dehors, puis ça va l'encourager, dans le fond, à reproduire. Il va se dire « Oh, quand je vais faire mes besoins dehors, j'ai une récompense. » Donc, ça va l'inciter à faire ses besoins dehors davantage qu'en dedans. Bref, dans le fond, le renforcement positif, ce serait à privilégier parce que c'est plus simple, ça améliore la relation avec son animal, ça peut être réalisé à tous les moments, puis souvent, c'est moins lourd sur la conscience du maître que de punir son animal, parce qu'évidemment, on les aime, nos bêtes, puis ça peut être difficile parfois de réprimander notre animal comme il faut. Donc, puisqu'on parlait de bonnes relations avec notre animal précédemment, un autre type de relation qui est souvent confondu, c'est la dominance. Donc, le troisième mythe dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est existe-t-il vraiment une dominance entre un chien et son maître? Donc, premièrement, il existe 2 types de dominance, soit la dominance intraspécifique et la dominance interspécifique. Donc, la dominance intraspécifique, c'est lorsque 2 individus ou plus ont une relation de dominance et soumission, pardonnez-moi, dans une même espèce. Donc, par exemple, une meute de loups, il va y avoir le mâle alpha qui va être dominant, puis il va y avoir les autres qui vont le suivre, qui vont être plus soumis. Par la suite, la dominance interspécifique, c'est lorsqu'il y aurait une relation de dominance et soumission entre 2 individus, mais d'espèces différentes. Donc, pour le besoin de la cause, ici, entre un humain et un chien. Donc, c'est pas prouvé par aucune étude scientifique que la dominance interspécifique existe entre un chien et un humain. Donc, ce ne serait pas les problèmes de dominance décrétés, ce ne serait pas dû à ça. Par contre, il est possible pour les chiens d'avoir de la dominance intraspécifique, mais encore là, il faudrait que les animaux soient dans un groupe. Donc, un animal ne peut pas être seulement dominant ou seulement soumis lorsqu'il est tout seul. Donc, on entend souvent dire ça, hein, mon chien est dominant ou mon chien il est toujours soumis, je suis son maître, je le domine. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de dominance ici dans ce cas-là. Souvent, les problèmes de dominance sont souvent des problèmes de possessivité. Donc, simplement, on dit oh, mon chien est dominant de sa nourriture, mon chien il domine quand j'essaie de prendre ses jouets. C'est plus souvent un problème de possessivité. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les chiens vont toujours avoir tendance à aller vers ce qui leur procure du plaisir. Donc, c'est certain que si vous essayez de lui enlever ce que lui il aime, c'est possible qu'il devienne un peu plus agressif ou un peu plus possessif.
Donc, si vous voulez davantage d'informations sur les animaux qui sont possessifs ou comment régler des problèmes de possessivité, je vais mettre un lien dans la barre d'infos vers le site de Dr. Sophia Yin, une comportementaliste, qui a des vidéos éducatives et très simples à comprendre sur son site Internet. Donc, pour conclure la présentation, maintenant vous en savez davantage sur les 3 mythes qui, selon moi, sont les plus fréquents quand on parle du comportement animal, soit les races de nature agressive, l'utilisation de la punition positive versus le renforcement positif, et encore la dominance. Donc, la leçon que je crois qu'on pourrait tirer de toute cette capsule, c'est qu'une bonne éducation, c'est à la base d'une bonne relation avec son animal. Ça peut faire bien des miracles, puis vous seriez surpris à quel point votre animal pourrait être plus plaisant si c'était que d'une bonne éducation. Donc, pour avoir davantage d'informations sur la bonne approche d'un animal ou encore sur les signes d'apaisement et les signes qui précèdent une agression, je vous inviterai à aller voir les vidéos de mes 2 collègues, Virginie et Myriam. Les liens vers leurs vidéos vont être déposés dans la barre d'informations en dessous du vidéo. Donc, maintenant que j'ai fait une partie des recherches, si vous voulez en apprendre davantage, la balle est rendue dans votre camp. Bonne recherche!